Après que Okata Akira a eu à ôter la vie du chef de la guilde Waran, un événement de bataille libre a commencé et a une durée de 2 heures. De ce fait, les joueurs japonais ont commencé à massacrer les joueurs coréens de la guilde Waran. Après quelques minutes, les joueurs japonais ont assiégé leur dernière défense. Des fissures ont commencé à apparaître dans le bouclier magique, étant la dernière défense des membres de la guilde Waran contre la folie meurtrière des joueurs japonais. La porte en fer, que la guilde avait renforcée avec des boucliers et des métaux magiques, ne peut plus tenir, et les Japonais resserrent leur étau de toutes parts. Si seulement leur chef de clan n'était pas mort en vain, ils auraient pu trouver un moyen de sortir de cette catastrophe. Un des joueurs dit que leur maître était le chef de leur clan et que puisqu'ils ont été témoins de sa fin de leurs propres yeux, leur morale est au plus bas. Un autre joueur ajoute qu'ils ne peuvent pas tous terminer comme ça et qu'ils doivent résister à cette attaque pendant un bon moment. Le moment de la sélection du prochain événement arrivera, alors ils pourront alors choisir un duel et se réfugier ailleurs. Un autre joueur dit qu'une heure de cessez-le-feu n'est pas suffisante pour se débarrasser de ces ninjas. Soudainement, ils entendent un bruit sourd derrière eux. Il s'avère que leur bouclier a finalement été brisé, et les joueurs japonais se précipitent rapidement à l'intérieur du bouclier extérieur. Ils parviennent enfin à pénétrer dans le campus de la guilde Waran. Le joueur corpulent dit que c'est enfin terminé pour eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient mais maintenant, ils mourront d'une mort humiliante. L'autre joueur lui demande s'il trouve cela embarrassant parce que leur fin sera retransmise en direct. Le joueur corpulent répond que les gens du monde entier les regarderont se faire détruire sans qu'ils ne puissent rien faire contre cela. Son interlocuteur lui dit qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont faibles. Un vieux joueur dit qu'il ne peut pas mourir aux mains d'un envahisseur japonais comme ses ancêtres. Le joueur corpulent leur dit qu'ils ne peuvent rien faire à part espérer qu'un éclair les frappe du ciel. Soudainement, ils entendent un bruit de frappe derrière eux. Une tonne d'explosions retentit dans les rues, même les joueurs japonais n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils aperçoivent juste des flèches venant du ciel, les joueurs japonais lèvent leurs boucliers pour bloquer les flèches. Cependant ces flèches ne sont pas si simples, elles sont équipées d'explosifs, ce qui finit par une énorme explosion. Les joueurs japonais qui ont survécu à l'explosion demandent de l'aide en agonisant, même les membres de la guilde Waran regardent ce spectacle avec confusion. L'un d'entre eux remarque quelque chose sur un toit d'où sont venues les flèches, le toit est équipé d'une arme de siège, et certains joueurs la manient. En quelques minutes, des sbires du nécromancien font leur apparition, ces sbires y compris certains boss de raid, sont prêts à frapper des japonais. Le joueur corpulent devient heureux car il sait que ces soldats squelettes appartiennent à un seul joueur. En quelques secondes, Sungwoo fait son entrée, il chevauche sa Wyvern Alpha et il a activé son état de demi-dieu. Quelques minutes avant sur le vaisseau amiral des envahisseurs japonais, Okata Akira regardait la retransmission en direct depuis son navire. Une notification système prédit que le côté attaquant a une probabilité de victoire de 64,8%, tandis que le côté coréen en a une probabilité de 34,2%. Okata Akira dit que ce n'est pas un événement de Paris, c'est un événement du système qui donne des prix spéciaux par tirage au sort, la différence de vote est écrasante, ce qui prouve que leur serveur japonais occupe une grande partie de la perception des gens dans le monde entier. La plupart des gens encouragent les Japonais car ils sont fans d'animes et de films, mais certains ont une observation aiguë et veulent continuer à observer les Japonais et les Coréens pour exposer leur véritable nature. Okata Akira dit qu'il y a seulement une chose qui le dérange, en même temps, Arahata s'excuse et dit qu'il n'avait aucune idée qu'ils échoueraient à éliminer le nécromancien et le chef de la compagnie d'assassins. Okata Akira lui pardonne parce qu'en ce moment, ils assistent à un festival avec les gens du monde entier, et d'ailleurs il compte leur offrir une finale grandiose. Ils feront savoir au monde entier que la guilde Yamato prendra la tête du nécromancien comme trophée. Il ajoute que puisque ces équipes ont échoué à assassiner le nécromancien, cela signifie que Suzuki Ren doit être mort avec eux. Arahata dit que Suzuki Ren a été envoyé là-bas sous prétexte qu'il couvrirait la retraite des ninjas, mais comme ce gars hésite à tuer des gens, cela signifie qu'il doit être effectivement mort. Okata Akira dit que de toute façon il prévoyait de le tuer après cette mission, mais que cela doit être une bonne chose puisqu'ils n'ont plus besoin de se salir les mains. Il se sentait un peu mal à l'aise à l'idée de le tuer car ils mangeaient et buvaient ensemble depuis longtemps, et Suzuki Ren aurait adoré devenir la pierre angulaire de la grande expédition de la guilde Yamato. Soudainement, l'un des ninjas qui regardait le flux en direct informe Okata Akira qu'un événement sans précédent s'est produit sur le champ de bataille, et que le nécromancien est apparu. Les yeux du saint épéiste brillent d'excitation comme un chasseur ayant pris au piège sa proie. Pendant ce temps sur le champ de bataille, les joueurs qui ont survécu au bombardement se relèvent pour porter le combat à leurs ennemis. Sungwoo est stupéfait car malgré qu'ils aient été frappés par beaucoup de bombes, leur morale est toujours élevée. Ils ne doivent pas être sous-estimés car même leurs équipements sont parmi les meilleurs de toutes les forces auxquelles il a été confronté jusqu'à présent. Sungwoo utilise la compétence nuage de poison dans la zone, une pluie commence à tomber des nuages empoisonnés et les joueurs japonais mettent des imperméables pour ne pas subir des dégâts. Lorsqu'un joueur appartenant à l'armée japonaise succombe, leur magicien s'en débarrasse rapidement, pour ne pas subir la compétence explosion de cadavres du nécromancien.
Le chef des magiciens informe les autres de rester vigilants et de surveiller le ciel. Si les wyverns descendent pour les attaquer, ils doivent déployer des boucliers et geler les 2 ailes des wyverns. Les magiciens commencent à geler les morts-vivants au lieu de les détruire, afin qu'ils ne puissent pas se régénérer. Le grand Sung Woo peut clairement voir que ces gars l'ont bien étudié, mieux que ses ennemis précédents. Chaque joueur de l'armée japonaise effectue bien son travail, et ils parviennent à se débarrasser des vagues de sbires, mais même s'ils réussissent, cela ne leur permettra que de gagner quelques minutes supplémentaires. Au même moment, Sung Woo ouvre la porte de l'abysse juste au-dessus des joueurs japonais pour faire tomber les sbires sur eux. Les magiciens de l'armée japonaise font de leur mieux pour geler ou immobiliser les mouvements des sbires afin qu'ils ne puissent pas ressusciter à nouveau. Soudain, un tremblement de terre secoue le sol près d'eux, mais un des joueurs japonais reconnaît ce que cela peut être réellement. Il s'avère que c'est le sbire Imuji. Les joueurs japonais disent que le nécromancien a commis une erreur en invoquant cette créature ici. Il y a beaucoup de bâtiments autour d'eux, ce qui rendra difficile pour ce monstre de se déplacer facilement. L'Imuji semble se déplacer en carré autour d'un bâtiment spécifique, et les joueurs japonais disent à leur magicien de le laisser tranquille pour l'instant. Soudainement, l'Imuji s'arrête, ils bloquaient simplement leur route d'évasion pour être pris en étau par les wyverns. Selon le plan du nécromancien, les wyverns commencent à jeter des pierres sur les joueurs japonais, mais ils sortent leur bouclier de mana pour se protéger. Alors Sung Woo utilise la compétence de production de golems sur les pierres jetées par les wyverns. Ces pierres commencent à fusionner en un seul bloc, et finissent par se transformer en golems. Il s'agit de Necrogan. Les joueurs japonais connaissent Necrogan, ils ressemblent à de puissants mechas, mais ces robots sont lourds, ils ont une finition brute à la surface, et l'unité de conduite manque d'éléments d'ingénierie. De plus, la conception manque de mobilité équilibrée et d'une structure complexe, faisant de lui un mecha de mauvaise qualité. Depuis l'Antiquité, le Japon est la patrie des super-robots. Il n'est pas possible qu'une contrefaçon de mauvaise qualité puisse contenir la grandeur des vrais robots Gundam japonais. Les joueurs japonais dressent un bouclier pour se protéger, et les Necrogan échouent à le détruire. Les joueurs japonais se moquent du Necrogan en disant qu'il s'agit de faux robots qui ne peuvent même pas détruire leur bouclier. Mais ces derniers atterrissent à proximité et commencent à soulever l'asphalte. Ils le soulèvent jusqu'à ce que l'eau de pluie ne puisse plus s'écouler. Les joueurs japonais sont sur les nerfs, l'eau empoisonnée commence à monter atteignant leurs chevilles. La plupart du campus est situé à une haute altitude, et les joueurs japonais se trouvent juste au milieu de celui-ci. C'est pourquoi les Necrogan bloquent l'eau qui descend afin que l'eau de pluie puisse s'accumuler en un seul endroit. Oh le génie! L'eau empoisonnée monte trop vite, et certains joueurs suggèrent de quitter l'endroit. Cependant, les Necrogan se préparent à exercer leur punition sur les êtres inférieurs qui les ont insultés. Ils commencent à pousser le mur vers les joueurs japonais. La plupart des joueurs sont submergés par les vagues d'eau empoisonnée, et une autre unité qui se trouve juste derrière les Necrogan prépare des antidotes pour secourir leur unité principale. Sung Woo dit qu'ils ont fait la seule chose qu'ils devaient éviter, il ordonne aux Necrogan de détruire la digue. La destruction de la digue a provoqué un énorme tsunami qui emporta les joueurs derrière les Necrogan. Les mages montés sur les wyverns déchaînent leur magie de glace pour induire encore plus de pluie, et même si cela ne semble être qu'en petite quantité, l'eau qui dévale de la montagne s'accumule rendant la situation des joueurs japonais insoutenable. Le chef de l'unité physique ordonne à ses hommes de boire des antidotes tout en nageant, mais soudain il ressent la présence d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire derrière lui. Les sbires monstres poissons commencent à dévorer les joueurs. Sung Woo expliqua que leur situation actuelle est due à leur manque d'expérience, car ils ne peuvent pas garder leur calme en temps de guerre. Hanno remarque que les Japonais descendent des montagnes, tandis que Sung Woo ordonne à ses hommes de profiter de cet élan pour nettoyer le champ de bataille. Mais avant qu'ils puissent agir, une notification apparaît les informant que le temps de bataille libre est écoulé. Les Coréens doivent maintenant choisir entre une guerre totale, une capture ou un duel, et ils ont 5 minutes pour prendre leur décision. Sung Woo regrette de ne pas avoir eu quelques minutes de plus pour infliger un coup majeur aux forces japonaises. Il est choisi comme représentant du côté coréen, et un drone magique japonais apparaît devant lui, projetant l'image en direct du Saint-Épéiste. Celui-ci affirme que Sung Woo est venu pour donner suite à sa provocation, et qu'il n'y a qu'une option à choisir, le duel. Il demande au nécromancien de prouver son habileté au monde, et de prouver qu'il est véritablement digne de son rang. Sung Woo, surpris par cette demande, répond que cette idée est insensée, il choisit la guerre totale. Les règles de la guerre totale stipulent que la zone de bataille se limitera en 1 minute et se rétrécira toutes les 10 minutes, elle prendra fin en 60 minutes. Le Saint-Épéiste Okata devient furieux et commence à provoquer le nécromancien, mais Sung Woo tranche le drone magique en deux, déclarant qu'il n'y a qu'une seule façon de prouver sa valeur, en entendant son ennemi le supplier de ne pas le tuer. La totalité de Busan est désignée comme zone de bataille, qui se rétrécira de 5000 mètres toutes les 10 minutes. Sung Woo annonce qu'il est temps de reprendre ce qu'il faisait il y a quelques minutes. Pendant ce temps, au quartier général de la Guilde de la Libération, Ansok déclare qu'il n'y a pas de fin à cette préparation de guerre. Il doute que cela finisse un jour car avec la percée à Busan, ils ne sauront jamais jusqu'où les ennemis envahiront le reste du serveur coréen. Il demande aux autres s'ils continuent de regarder la diffusion en direct de Busan.
Le gang de Harry Potter aux cheveux violets, dirigé par Yoon Lee, note que c'était une diffusion de guerre, mais que le genre a changé pour un film d'horreur slasher, un film d'horreur paru en 2016. Les joueurs japonais crient à l'aide alors qu'ils se font dévorer par des hordes interminables de zombies. Une notification annonça que la zone se rétrécira de 500 mm² après 60 minutes. Le lieutenant Kim mentionne qu'ils ont pourchassé et tué tout le monde au nord, et que leur côté ouest est également clair. Entre-temps, il ne reste plus que 14 minutes avant que la forme du faucheur et la forme d'Anubis de Sung-woo ne soient en récupération. Sung-woo, observant la situation avec Anno, admet que le Saint-Épéiste est un adversaire redoutable car malgré les nombreux morts-vivants qu'il a envoyés contre lui, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est lui faire gagner quelques secondes supplémentaires. Même si Sung-woo l'affronte directement, il ne s'attend pas à un résultat différent. Si le Saint-Épéiste est un épéiste de la même trempe que Jisoo-yoon, il sait qu'il pourrait perdre sa tête sans même s'en rendre compte. Alors, Anno lui demande s'il est prudent de laisser le Saint-Épéiste au kata en vie, car il se pourrait qu'il soit épuisé après son combat sans relâche contre les morts-vivants ressuscités. Cependant, Sung-woo décide de ne prendre aucun risque, reconnaissant que le Saint-Épéiste est trop dangereux pour être sous-estimé. Suzuki Ren derrière eux, note qu'il n'y a aucune chance que le Saint-Épéiste se fatigue après une telle bataille. Il avertit que si Sung-woo et ses alliés attaquent de manière imprudente, le Saint-Épéiste tranchera facilement leur tête. Anno remarque que Suzuki Ren est étrangement coopératif, ce à quoi ce dernier répond que n'importe qui coopérerait avec une lame pointée dans le dos. Finalement, l'équipe du Saint-Épéiste a été anéantie, sauf pour le petit groupe d'élite qui l'accompagne. Sung-woo libère toute sa puissance, proclamant leur victoire. Une notification du système informe les joueurs coréens qu'ils ont remporté la guerre totale, accordant un buff de victoire aux serveurs coréens qui augmente la puissance de défense de 30% pendant 1 heure. La bataille libre recommence à nouveau, cette fois pour une durée d'1 heure. Les membres de la guilde Hwaran sont surpris de voir que le nécromancien leur est venu en aide. Un des membres propose qu'ils devraient rejoindre la faction de l'Arbre-Monde. Cependant, avant de fêter leur victoire, un autre membre les avertit que ce n'est pas encore fini. À l'horizon, près du rivage, ils aperçoivent de grands navires se dirigeant à toute vitesse vers le port de Busan, leur nombre exact reste inconnu. Sung-woo avec sa forme d'Anubis, n'a plus que quelques minutes pour combattre, et poursuivre le combat sera trop exigeant. Les renforts de la faction de l'Arbre-Monde ne sont que 30 mages à haute utilité. Le mec baraqué membre de la guilde Hwaran déclare que Sung-woo est désormais le représentant actuel du serveur coréen et qu'il le suivra, croyant fermement en sa stratégie. Toute la guilde Hwaran soutient avec excitation le nécromancien. Cependant, Sung-woo annonce qu'il est temps de plier bagage, car ils n'ont aucun moyen de gagner cette bataille, ils doivent abandonner Busan et fuir. Cette décision choqua les membres de la guilde Hwaran, qui ne s'attendaient pas à entendre une telle réponse de la part du nécromancien. La guilde Hwaran était la meilleure guilde de Busan, même s'ils ont perdu la guerre, il reste encore environ 1000 survivants. Anno remarque que ce nombre est plus important que ce à quoi il s'attendait, mais que tous les survivants sont dans un état critique. Sung-woo commente que cela ne peut être évité car l'effet du souffle des abysses que la société d'évolution a répandu est trop puissant. À l'exception de certains joueurs qui ont été emportés par l'océan, le reste sont tous des blessés. L'avant-garde de la guilde Yamato comptait à elle seule plus de 2000 membres, et maintenant, les renforts seraient au moins de plusieurs milliers. Alors, Sung-woo réalise qu'ils ont eux aussi besoin de renforts. Anno exprime sa peine en disant que s'ils avaient la région environnante sous leur influence, ils auraient pu demander de l'aide à d'autres guildes. Sung-woo répond qu'ils doivent s'éloigner de Busan autant qu'ils le peuvent pour le moment. Il affirme avec conviction qu'après avoir tenu leur position pendant 24 heures et gagné du temps, ils utiliseront l'événement de bataille pour porter un coup aux Japonais, et répéter ce cycle est tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Anno remarque qu'aucun des 3 modes, que ce soit la guerre totale, le duel ou la capture ne leur donnera un avantage dans cette guerre. Mais il ajoute que partout où le Saint-Épéiste passe, il sème la destruction. S'ils ne parviennent pas à abattre le Saint-Épéiste, cette guerre ne finira pas. Même en dirigeant les monstres des donjons environnants vers lui grâce aux invocations, ils ne sont pas parvenus à l'arrêter. Anno demande discrètement à Suzuki Ren s'il connaît une faiblesse d'Okata Akira, étant donné qu'il était proche de lui, mais Suzuki n'a aucune idée de sa faiblesse. Sung-woo affirme que le Saint-Épéiste ne tient pas ses promesses. Suzuki Ren répond que Sung-woo doit en savoir beaucoup sur lui. Suzuki Ren admet qu'il n'a pas eu le choix, que ce soit avant ou après la chute de Kyushu. Avant la chute de Kyushu au Japon, il n'avait pas de choix. Un petit dojo d'escrime nommé Itoryu se trouvait dans un coin du centre-ville. Yuichi Nitoryu, Okushi Nitoryu et Ito Shoden Mutoryu sont 3 grands maîtres à l'origine de ce dojo, qui n'avaient aucun lien avec les autres écoles d'escrime au Japon. Dans ce dojo, un maître instruisait son élève expliquant qu'une épée est une arme pour tuer, un simple outil, mais que sa valeur change si elle contient une histoire. L'histoire de l'épée qu'une épouse a donnée à son mari en espérant qu'il reviendrait vivant de la guerre, ou celle de l'épée que le maître a remise à son disciple en espérant qu'il se protège dans ce monde difficile.
Bien qu'elles soient toutes des épées, elles ont été utilisées avec soin car elles contenaient le cœur de quelqu'un. Cependant une épée est destinée à être ruinée, peu importe à quel point on en prend soin. Bloquée, coupée ou tranchée, après avoir enduré tout ce traumatisme, elles se brisent. Mais on ne peut pas simplement les laisser se détruire. C'est ce genre d'escrime, utilisant un objet précieux sans le ruiner, que vous devez apprendre à maîtriser. Une leçon à tirer de cet enseignement est l'importance d'accepter la fragilité de la vie et des choses matérielles. Les échecs et les pertes font partie de l'expérience humaine, et apprendre à les gérer avec sagesse est essentiel. Tu peux liker ou me laisser un commentaire, cela me permettra de prendre soin de mon épée. Revenons à l'histoire. Le maître s'adressait au jeune Suzuki Ren. Suzuki Ren doit analyser pleinement sa propre condition ainsi que celle de son ennemi, puis affiner ses compétences jusqu'à la limite pour adopter un style d'escrime qui minimise l'impact sur l'arme. Suzuki Ren s'est entraîné rigoureusement depuis son plus jeune âge, même si cela a été difficile au début, mais il avait du talent pour cela, même si ce n'était pas ce qu'il avait choisi pour son avenir. Quelques années plus tard, un ami appela Suzuki alors que celui-ci se préparait pour un rendez-vous avec Haruka. Son ami, Ken, continue de le presser tout en lui disant d'arrêter, car il a aperçu une fenêtre de jeu dans le ciel. Haruka se met en colère contre eux pour leur retard. Après un certain temps, ils arrivent à une exposition d'anime, beaucoup de gens sont venus. Ken remarque qu'il y a tellement de monde ici car cet anime est en train de devenir une sous-culture au Japon. Haruka demande à Ken s'il est d'accord pour être là, malgré le fait qu'il était occupé à s'entraîner au dojo avec son père. Suzuki Ren raconta qu'apprendre l'escrime n'était pas son choix, bien qu'il ait déjà surpassé les compétences de son père en tant que successeur d'Itoryu. Son père lui dit d'arrêter de traîner avec ses amis et de négliger son entraînement. Suzuki Ren demande à son oncle si les compétences d'escrime sont vraiment nécessaires dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ère de la civilisation scientifique. Même s'il aiguise ses compétences par un entraînement extrême jusqu'à l'épuisement, où pourrait-il les utiliser? De plus, jour après jour, le nombre de pratiquants dans leur dojo diminue, et maintenant il n'en reste plus que 2, et il n'a jamais pu jouer correctement avec ses amis Ken et Haruka. Son père lui répond qu'il se sent désolé pour lui, mais Suzuki Ren l'interrompt en lui demandant s'il faut vraiment quelqu'un pour hériter du dojo. Ce qui inquiéta son père, et Suzuki Ren lui demanda de ne pas s'inquiéter car ce n'est pas son fils, mais le dojo qui a été transmis de génération en génération. Il quitta le dojo alors que son père continuait de le supplier d'arrêter. Suzuki raconte à ses amis que, même s'il a du talent pour manier une épée, il se demande comment il pourrait en faire une carrière. Haruka lui répond que son père doit avoir quelque chose en tête. Ken expliqua que ce serait beaucoup mieux pour Suzuki de ne pas hériter du dojo, car depuis qu'il est petit, il a vécu une vie difficile, constamment couvert de blessures dues à l'entraînement. Or Suzuki préfère les mangas et les animes, tout comme lui. Ken s'enflamme en affirmant que leur avenir n'est pas encore décidé, et que plutôt que d'hériter du dojo, ils devraient devenir de formidables otaku ensemble. Suzuki cependant, réfléchissait à la manière de dire à son ami qu'être otaku n'est pas une profession, et qu'ils ne peuvent pas en vivre. Quelques minutes plus tard, l'effondrement a eu lieu, et un écran de sélection de classe est apparu devant eux. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des personnes présentes autour d'eux sont choquées par ce nouveau tournant des événements. Suzuki Ren pense qu'il est étrange qu'il fasse aussi sombre à l'intérieur d'un bâtiment simplement à cause d'une panne de courant. Un flash lumineux éclatant se produit ensuite. Les joueurs se retrouvent devant de nombreuses cartes de classes différentes, chacune ayant des fonctions et un nombre d'étoiles différents. Ken dit à ses amis de choisir rapidement des cartes, car il a souvent vu ce genre de situation dans les romans. Suzuki Ren sent lui aussi que quelque chose de grand est sur le point de se produire et commence à chercher une carte avec le plus grand nombre d'étoiles. Ken est le premier à choisir une carte de classe et opte pour celle du combattant. Le système lui donne alors 2 gantelets qu'il équipe rapidement, il devine qu'ils devront chasser des monstres et faire évoluer leurs capacités, comme dans les jeux. Haruka quant à elle, choisit une carte de guérisseur et reçoit un bâton. Suzuki Ren a choisi une carte d'escrime, mais le système ne lui a pas donné d'arme. Quelques secondes plus tard, le courant revient et les joueurs encore un peu effrayés commencent à se diriger vers l'extérieur. Étant otaku, ils imaginent que des gobelins ou d'autres monstres plus faibles pourraient apparaître à tout moment, mais la plupart s'arrêtent près de l'entrée. Par les fenêtres, ils voient les gobelins massacrer les gens à l'extérieur. Au même moment, des orques gigantesques commencent à apparaître autour d'eux. Les joueurs encore plus effrayés, prennent la fuite. La plupart des bâtiments autour d'eux commencent à brûler en raison des explosions massives qui se produisent. Après quelques minutes dans un bâtiment, Ken, Suzuki Ren et Haruka ont pu survivre jusque-là, mais ils sont totalement épuisés. Ken se demande pourquoi ce tutoriel est si difficile. Suzuki Ren pense que la réaction des gens autour d'eux a été rapide, car ils ont vu beaucoup d'animes et de mangas. Cependant, le nombre de monstres est écrasant. Même si les joueurs ont bien réagi, les monstres continuent d'affluer là où les gens sont rassemblés. Comme l'équipe de secours n'est pas encore arrivée, cela signifie que ce phénomène ne se produit pas seulement ici, et ils devront trouver un moyen de survivre par eux-mêmes. Haruka a peur, mais Ken essaie de la rassurer en disant que Suzuki a choisi une classe avec beaucoup d'étoiles, et qu'il a été celui qui a éliminé la plupart des orques.
Suzuki a combattu les orques avec l'épée d'une personne décédée, mais cette arme est déjà en mauvais état. Il ne peut pas s'équiper d'une autre arme qu'une épée, et il ne peut même pas choisir de compétences qui se débloquent lorsque les joueurs montent en niveau. Il doit y avoir d'autres avantages, mais il y a trop de restrictions dans cette situation. Le travail à 5 étoiles de saint-épéiste est comme un poison pour lui. 5 jours après l'effondrement, la bataille pour la survie entre les monstres et les humains se poursuivait à grande échelle. Suzuki Ren et ses amis doivent faire un choix s'ils veulent survivre, ils sont privés de sommeil depuis un certain temps, et ils n'ont plus d'eau potable ni de nourriture pour maintenir leurs conditions physiques. D'un autre côté, le nombre de monstres autour d'eux a diminué, car les monstres se sont dispersés à mesure que le nombre de personnes a diminué. Suzuki Ren pourrait sortir de cette situation par ses propres moyens sans armes, mais il ne peut pas trahir ses amis, ils sont les seuls à l'avoir soutenu dans ces moments difficiles. Ken pensait la même chose et demanda à Suzuki de partir seul. En entendant cela, Suzuki explose de colère, mais Ken lui dit qu'il ne lui demande pas de les abandonner et de s'enfuir. Suzuki peut sortir d'ici et trouver des gens qui pourraient les aider. Comme les monstres ne trouvent plus de personnes à attaquer, ils ont commencé à se battre entre eux, et peut-être que, parce qu'ils ne sont plus que 3 à avoir survécu, même les monstres ne viennent plus les attaquer. S'ils ne sont que 2, ils peuvent tenir face aux attaques des orques jusqu'à ce que Suzuki revienne, et Haruka lui demande de faire de même. Suzuki Ren sait bien qu'il ne trouvera personne pour les aider dans une ville en ruine comme celle-ci, et il comprend que ses amis inventent des excuses parce qu'ils pensent qu'ils le retiennent. Même s'il trouvait quelqu'un, cette personne ne risquerait pas sa vie pour aider des inconnus. Ken pose sa main sur Suzuki et lui dit qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Ken tremble de peur, sachant bien que ce plan est ridicule. Soudain, ils entendent un bruit fort venant de l'extérieur, ces cris semblent provenir des monstres en difficulté. Les orques se dirigent vers une seule cible, et il semble que l'équipe de secours soit arrivée. Suzuki et ses amis sortent du bâtiment, les environs du bâtiment semblent dégagés pour l'instant. Tous les monstres se sont dirigés dans une seule direction, alors Ken suggère qu'ils devraient les suivre lentement à quelques mètres de distance. À quelques mètres, les monstres sont en pleine escarmouche, subissant de lourdes pertes, ils sont réduits en morceaux, et le joueur semble utiliser une épée. Cette personne se révèle être le père de Suzuki Ren, qui a éliminé à lui seul tous les orques. Suzuki Ren se précipite vers son père et lui demande s'il est venu tout seul et s'il n'y avait pas d'équipe de secours. Son père lui répond qu'il savait bien que son fils ne mourrait pas face à de simples bêtes. Haruka et Ken sont fous de joie, mais Suzuki remarque quelque chose d'étrange, du sang coule de la bouche de son père. Il se trouve qu'il a été poignardé dans le dos par un couteau. Pendant tout ce temps, son père a combattu les monstres avec une blessure béante dans le dos. Le père de Suzuki lui dit qu'il avait peur de ne jamais pouvoir revoir son fils. Suzuki dit « Père, tu ne peux pas mourir d'une blessure aussi faible. Tu as toujours dit que tu étais le plus fort. » Son père lui répond en disant qu'il n'est pas fort, même en lui enseignant l'art de l'épée, il craignait que ce soit la seule chose qu'il puisse transmettre à son fils. Dans son esprit, il doutait s'il devait enseigner à son fils l'art de l'épée alors que le monde évoluait dans d'autres directions, et se demandait s'il était un obstacle pour le groupe pour son fils. Mais maintenant, il est soulagé de lui avoir appris à manier l'épée. Grâce à cela, il pourra survivre dans un monde comme celui-ci. Ces mots se sont avérés être ces derniers, alors que les signes de vie s'estompaient de son corps. Suzuki Ren pleure à haute voix la perte de son père. Après ce jour, c'était comme l'avait dit son père, il a pu survivre dans un monde comme celui-ci, grâce aux compétences en escrime qu'il avait apprises. De plus, il était très compatible avec la classe saint-épéiste. Il y avait de nombreuses restrictions sur sa classe, mais ses statistiques augmentaient au fur et à mesure qu'il montait en niveau, et bien qu'il ne puisse pas utiliser de compétences, ses capacités physiques extraordinaires compensaient cela. Il s'était également fait une petite réputation en aidant des gens. Certains joueurs discutaient de la façon dont un joueur appelé saint-épéiste avait sauvé quelqu'un de l'or éclair et quelques autres personnes d'un labyrinthe de hobgoblins en même temps, mais des individus louches les écoutaient. Quelques jours plus tard, il rencontra Okata Akira. Akira lui demanda s'il était le saint-épéiste qui allait par-ci par-là sauver des gens. Okata Akira avait ses amis avec lui et lui dit qu'il devrait être prudent si son nom est connu des gens. Maintenant que le monde est ainsi, les mauvaises personnes cibleront des gens célèbres comme lui. Suzuki lui demanda ce qu'il allait faire de ses amis. Ken et Haruka étaient vivants, mais ils étaient inconscients. Okata Akira lui dit qu'il voulait juste devenir le seul ami du célèbre gars. C'est pourquoi il les avait kidnappés. Suzuki Ren laissa tomber son épée en réfléchissant au fait qu'il n'avait jamais envisagé les intentions malveillantes des gens et jusqu'où quelqu'un pouvait aller dans un environnement comme celui-ci. Quelques jours plus tard, Suzuki Ren chassait un boss, ce dernier était assez fort, et Suzuki Ren, qui était de type physique, réussit à couper la cheville du boss pour le faire tomber au sol. Suzuki courut vers sa tête pour l'achever, mais il fut frappé par Okata. Okata dit qu'on ne devrait pas chasser des boss seuls, ils décidèrent de chasser ensemble. Puisque Suzuki Ren refusait de tuer des gens, Okata Akira porta le coup final pour obtenir le plus de points d'expérience, et il demanda la compréhension de Suzuki Ren puisqu'ils étaient proches d'amis. Après cela, que ce soit les points d'expérience ou les récompenses des quêtes cachées, tout fut pris par Okata Akira.
Finalement, il prit même la réputation de Suzuki Ren, et les gens pensaient qu'Okata Akira était le saint épéiste. Les gens commencèrent à le féliciter pour avoir sauvé tant de personnes du danger, mais certaines personnes disaient qu'elles avaient entendu des rumeurs selon lesquelles le saint épéiste n'était qu'un enfant, mais une joueuse dit que ça devait être une fausse rumeur. Après avoir entendu leur chuchotement, le saint épéiste demanda à Arahata de se rapprocher. Okata Akira dit à Arahata qu'il dira bientôt adieu à son nouvel ami. Après cela, Suzuki Ren revint à la réalité et devint silencieux. Anno dit qu'il avait peut-être trop maltraité ce pauvre gars dans le passé. Puis, Anno dit à Seung-woo que Suzuki semble un peu comme eux, mais que les choses semblent être compliquées pour lui, et Seung-woo dit qu'il a raison, et qu'il est peut-être une version de mauvaise fin d'eux. Ils auraient pu finir comme Suzuki Ren s'ils avaient été vaincus par ce seigneur vampire, mais Seung-woo dit qu'ils avaient aussi vécu des expériences aux portes de la mort. Le dernier ordre donné à Suzuki Ren était d'aider l'unité ninja à éliminer le nécromancien et de se retirer. Okata Akira lui avait dit qu'il libérerait Ken et Haruka s'il accomplissait cette tâche. Seung-woo était sur le point de lui dire quelque chose d'important qu'il avait découvert à propos d'Okata Akira grâce au souvenir du chef de la première division, mais le sergent Kim l'interrompit. Il s'avère que les hommes bêtes sont en mouvement, et Anno dit à Seung-woo de regarder le ciel. Des cerfs-volants arrivent du ciel, devant eux se trouvent les hommes bêtes de la société d'évolution, tandis qu'ils sont suivis par les ninjas par derrière.